Certains auteurs sont passionnés par le détail. Cette idée qu'au sein d'une image, si on arrive à la façonner de manière quasi parfaite, on peut lui donner un sens beaucoup plus profond que ce que l'on pourrait lire en surface. Et certains auteurs sont littéralement fascinés, passionnés et obnubilés par cette conception du 7e art. Difficile de trouver un spectateur qui essayera de vous faire comprendre qu'au sein d'une image de cinéma, un détail n'est pas important. Bien au contraire, dans le détail peut résider à la fois la forme, la force, mais également la faiblesse et la crédibilité d'une œuvre, qu'elle soit du 7e art, ou de n'importe quel autre art d'ailleurs, tant cela est finalement l'essence même d'une expression cherchant à ne pas se confondre avec l'humanité derrière celle-ci. Un humain, un auteur, un créateur et ici un cinéaste cherchera toujours à mettre de lui au sein d'une œuvre de cinéma, mais cherchera également au sein de ces détails à disparaître, à se confondre avec l'image qu'il construit, qu'il fortifie, qu'il aménage de la meilleure manière possible pour ne plus simplement donner lieu à une grande œuvre, mais surtout à une œuvre que chacun pourra s'approprier de la meilleure manière possible et surtout avec le plus de singularité et de finesse, richesse d'un auteur apportant beaucoup. Et le cinéaste que l'on va évoquer aujourd'hui a clairement vu dans le détail cette idée que non seulement il peut sublimer son art, mais qu'en plus au sein de ces détails, il peut réussir à reconcevoir une nouvelle manière de créer du cinéma. Un auteur qui a fait du détail, de la puissance de son image, de la finesse de ses cadres et de la logique de sa mise en scène, une marque de fabrique que certains adorent, sans chercher à contester ce qu'ils voient. Mais qu'également de nombreux spectateurs n'apprécient pas, car ils ont la sensation que tout cela est un peu trop parfait, et qu'au fond, même si c'est en adéquation avec le sujet, cela sonne comme faux. Un auteur qui passionne les foules à chacun de ses métrages, qui marque pas la finesse et la logique de la construction de sa réalisation et qui surtout s'est imposé comme un maître incontesté de l'imagerie léchée et imposante, qui font de David Fincher un master du détail, un génie de la maîtrise du cadre, un samaritain du spectateur avide d'images fantastiques, puisqu'au fond, même si l'on peut reprocher des choses à son cinéma, son image est parfaite. Ses cadres sont fantastiques et la manière avec laquelle il exécute tout cela ne peut laisser de marbre. Et dès ses premiers films, David Fincher a souhaité mettre cela en place. Pas forcément avec la même logique qu'aujourd'hui, mais déjà avec une idée et une manière de faire assez marquante et assez juste. Son premier long métrage reste encore aujourd'hui une œuvre souvent conspuée. Non pas que le metteur en scène n'ait pas réussi à maîtriser son sujet, mais clairement en passant derrière deux grands auteurs du 7e art, au cœur d'une saga dont on estimait qu'elle avait signé sa dernière page, difficile donc de prendre les commandes d'un projet souvent considéré comme l'échec plus d'un producteur que véritablement de Fincher. Au cœur d'Alien 3, ou Alien Cube, Fincher met déjà en place tout ce qui fera ensuite le charme de son cinéma. Soit une imagerie léchée, une puissance graphique imposante, une parfaite logique de son décor, amenant un cadre forcément imposant derrière, et dont il est difficile pour le spectateur d'avoir la sensation que le metteur en scène ne sait pas quoi en faire. Bref, au fond, sans la moindre hésitation, Fincher fait de ce troisième volet de la saga une œuvre visuelle imposante, mais dont il ne maîtrisera que le visuel. Et donc forcément derrière, l'histoire ne passionne jamais autant qu'elle aurait pu le faire, ce qui peut laisser clairement de marbre le spectateur. C'est là malheureusement le gros problème de beaucoup d'auteurs au milieu des années 90 qui sont aux commandes d'énormes projets et qui malheureusement finissent presque parfois par les poursuivre tout au long de leur carrière. Fincher est un auteur généreux. Un metteur en scène devant lequel on ne peut pas simplement rester spectateur, d'où le fait que souvent, lorsqu'il sort un film, il déchaîne les foules, dans le bon comme dans le mauvais sens, allant d'une ode au génie, en passant par l'accomplissement d'un auteur visuel, tout en allant également chercher la prouesse bizarre et l'échec éblouissant même par instant. Car oui, Fincher a connu des échecs, des morceaux de cinéma parfois considérés comme ratés, mais qui me rappellent simplement que même lorsqu'il ne maîtrisait pas totalement son œuvre, comme c'est un peu le cas sur ses premiers films, il savait tout de même comment les emporter dans des torrents visuels saisissants ou briser certains codes pour amener une modernité étonnante et fracassante au cœur d'un cinéma qui en avait clairement besoin. Et c'est cela que l'on veut retenir d'un cinéaste de génie, considéré parfois simplement comme un faiseur, alors que ce n'est pas le cas. Mais au fond, cela n'empêchera pas David Fincher de souhaiter toujours mettre en scène avec le plus de justesse et de logique possible le moindre de ces sujets, même ceux qui peuvent sembler le plus anecdotiques possible. Car honnêtement, qu'on se le dise entre nous, son cinquième long métrage est souvent considéré comme son plus anecdotique, parce que pour beaucoup, il ne s'agit que, en majuscule, d'un exercice de style, et de rien d'autre. Mais quel exercice de style franchement? Bien au-delà de simplement imposer une maîtrise de son cadre et une imposante puissance visuelle, Fincher démontrera que bien au-delà de simplement dominer ses sujets, il les fait s'envoler. Panic Room est un film au sujet plus que galvaudé, avec une forme dramatique qui peut sonner comme purement et simplement anecdotique. Et pas dans le bon sens malheureusement.
Mais la maestria de la mise en scène du cinéaste, la logique pure avec laquelle il brise certains murs, contorsionne sa maison, éclate certaines possibilités de création, ne peut pas laisser de marbre. Surtout quand on voit à quel point il se donne à fond pour ce qui aurait pu n'être qu'une série B plutôt sympathique, mais qui devient entre ses mains un morceau de bravoure visuel saisissant. C'est une œuvre qui sonne comme beaucoup trop anecdotique pour certains, comme beaucoup trop simple et facile pour d'autres, mais qui pour moi sonne surtout comme une vraie démonstration de force de la part de l'auteur. Il a souvent été reproché à Fincher de privilégier son image, à la générosité de sa mise en scène, l'amenant parfois à mettre en relief des sujets, des thématiques, des mouvements de caméra et des exécutions techniques, ne lui apportant pas le détail nécessaire pour mettre en relief soit son récit, soit simplement ses personnages. Mais en un sens, il est aussi bête de reprocher cela à Fincher que de reprocher à beaucoup de cinéastes de vouloir mettre en scène des œuvres imposantes. Au fond, Fincher veut faire de ses œuvres des morceaux de bravoure, des instants suspendus dans le temps où le spectateur va simplement se sentir passionné, non pas uniquement par la générosité dramatique d'une œuvre, ou par la puissance des actions de ses personnages, mais plus radicalement par la manière avec laquelle ces actions vont prendre forme face à nous. Et c'est là que réside la générosité, la justesse, la maestria, ainsi que la maîtrise d'un cadre dans lequel le metteur en scène met en place exactement ce qu'il souhaite, et surtout nous le fait ressentir d'une bien belle manière. Et cela, il continuera de le faire, peu importe le film, peu importe le sujet, peu importe la forme, même si parfois certains considèrent que les longs métrages qu'il met en scène sont plus des exercices de style, soit visuels, soit uniquement graphiques. Considéré comme son meilleur film, je considère surtout que son 8e long métrage est un immense morceau de bravoure, où le metteur en scène américain, mis en relief par l'écriture splendide d'un des plus grands scénaristes américains de la télévision et du cinéma, permet à son imagination de s'exprimer pleinement au cœur d'une œuvre de 7e art, parlant avec logique de la technologie, au sein de laquelle Fincher amène de la modernité graphique. The Social Network est un immense morceau de cinéma moderne et numérique tout simplement fou, où David Fincher développe non seulement tout ce qui fait la forme et la force de son cinéma, mais allié à la photographie splendide de Cronenweth ainsi qu'à la géniale écriture de Sorkin, donne lieu à une œuvre de cinéma où l'incandescence de son graphisme, la puissance de son imagerie, la justesse de ses détails, où les travelling, les panoramiques et les mouvements de caméra ne sont plus simplement maîtrisés au millimètre, mais littéralement exécutés avec une logique parfaite. En cela, il semble avoir atteint son pic et depuis, soit il cherche à égaler ce fameux pic, soit il cherche à le tordre dans d'autres sens pour lui donner une autre interprétation comme ça a l'air d'être le cas de son nouveau long métrage. Sa nouvelle œuvre, encore une collaboration avec la plateforme qui lui laisse le champ libre, semble beaucoup plus ancrée dans une optique de faire un hommage au cinéma de son père, pas uniquement dans le récit qu'il convoque, avec cette dualité forte entre un producteur et un jeune cinéaste, mais également par la présence de son père à l'écriture, comme s'il cherchait à convoquer un fantôme pour toucher et maîtriser son sujet. Mank semblait une œuvre atypique au sein de la filmographie du cinéaste américain, une œuvre que Fincher semble vouloir personnelle, intime, presque unique dans son œuvre, soit quelque chose qui, personnellement, me donne plus que jamais envie de découvrir le nouveau travail d'un auteur que, bien au-delà de simplement respecter, j'admire profondément pour ses prises de risques, pour sa passion profonde du 7e art, pour son envie d'avancer avec son temps et surtout son envie profonde de maîtriser chaque aspect d'une œuvre pour ne pas simplement être un réalisateur, mais avant tout un auteur. Un grand auteur qui plus est, quasiment déjà enseigné dans la plupart des grandes écoles de cinéma, et qui ne cesse de se réinventer et de reconcevoir son art pour lui apporter de la modernité, mais surtout en faire un art de l'image quasi parfait.